La saison 94 de F1 va laisser une trace indélébile dans l'histoire de ce sport. La rivalité Prost-Senna, iconique, va s'arrêter brutalement fin 93 après la retraite du Français, suivie quelques mois plus tard de la mort du Brésilien. Mais 94 ce n'est pas que ça. C'est aussi la mort tout aussi tragique de Roland Ratzenberger, les accidents de Barrichello et de Wendlinger, une écurie qui domine mais qui est suspectée de triche, et un champion du monde, tout nouveau, prodigieux, mais sous une très forte controverse. Vous l'aurez compris, 94 va laisser de lourdes séquelles que 95 tentera d'effacer. Et pour ce faire, elle va compter sur ses nouveaux acteurs. Et aujourd'hui, on va justement parler d'eux. C'est parti. Salut les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sport qui a bercé mon enfance et qui berce encore mon quotidien, la Formule 1. Et aujourd'hui, on va remonter un petit peu le temps, on va remonter jusqu'en 1995, grâce à ce livre de Jean-François Galleron, éminent photographe français, passionné de sport automobile, qui a parcouru les paddocks et les circuits pendant des années. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire l'instant promo qui n'est pas sponsorisé, mais qui fait plaisir. C'est de toute beauté. À l'heure où je tourne cette vidéo, Noël est dans 8 jours, ce qui est un petit peu tard pour vous conseiller des achats malins. Mais aujourd'hui, je fais une exception avec champion du monde de F1 des hommes et des voitures. C'est écrit par Daniel Ortelli et Loïc Schoenvaspol, deux passionnants passionnés, en plus très gentils. Loïc a été un des premiers à me suivre à l'époque sur le compte Twitter, donc déjà je l'en remercie. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec lui. C'est écrit par deux passionnants passionnés, avec des photographies de Jean-François Galleron. Ça revient sur 72 ans d'histoire en Formule 1. Les pilotes, les gens qui les ont entourés, les plus belles monoplaces qu'ils ont et les plus symboliques qu'ils aient eu dans leurs mains. Je ne peux que vous le conseiller, c'est fait à la fois pour les passionnés et les experts, et aussi bien pour les néophytes qui voudraient tout simplement s'instruire et découvrir ce sport merveilleux qu'est la F1. Je peux que vous le conseiller, vraiment. Je l'ai lu, je me suis régalé, et en plus c'est écrit par des personnes bien, donc vraiment, vous faites un bel achat et vous soutenez vraiment des beaux projets. Donc n'hésitez pas, ça se trouve dans toutes les bonnes librairies, ça se trouve même sur internet, un peu partout. Donc je ne peux que vous conseiller, champion du monde de F1 des hommes et des voitures, vraiment que du lourd. Et maintenant on revient à la vidéo, parce que c'est quand même là le cœur du sujet. Dans F1 95, Jean-François Galleron nous dresse un guide classique de la saison. Que ce soit les écuries, les pilotes, les circuits, on retrouve à peu près tous les ans la même chose. Mais dans son livre, il offre une perspective différente en soumettant à chaque pilote les mêmes questions, des questions un petit peu classiques, qui nous offrent des réponses un peu Miss France. On apprend que beaucoup de pilotes détestent chez l'être humain la méchanceté, la malhonnêteté. Et à la question, par contre, qu'est-ce que vous emporteriez sur une île déserte? Les réponses sont un petit peu... comment tu dirais, Benjamin? Que des gros baisers. Oh là. Ah, les années 90. Les choses ont changé, hein? Pas plus mal. Mais revenons aux vraies questions. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, on va se concentrer sur 6 questions vraiment axées sur le monde automobile et leur sport en général, à savoir quelle est leur voiture actuelle, leur voiture au quotidien, dirons-nous, la voiture de leur rêve, leur circuit préféré et le circuit qu'ils détestent, et leur pilote actuel préféré et leur pilote de légende préféré. Vous allez voir, ça va permettre un petit peu de découvrir le paddock sous un angle différent. J'ai pris beaucoup de plaisir à la fois à me renseigner et à lire cet ouvrage, et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir. D'ailleurs, j'aimerais bien, pour ceux qui le veulent et ceux qui se sentent, dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre vos réponses à ces questions. Alors, soit vous le faites pour ceux qui le veulent sous l'angle 1995, soit accès 2022, ça me va très bien aussi. Et si j'ai pas mal de réponses, pourquoi pas refaire une petite vidéo de vos réponses et voir un petit peu les retours de la communauté de fans. J'aimerais beaucoup le faire, vraiment. Avant d'attaquer les questions en elles-mêmes, on va faire une petite présentation du paddock. Peut-être que certains noms vous seront totalement inconnus, d'autres noms, vous allez le voir, vous sont très familiers, et pas forcément pour ces pilotes-là. Quoi qu'il arrive, laissez-moi vous présenter les 13 écuries et les 26 pilotes, même un peu plus, qui vont composer la grille. C'est parti. Ont répondu à ce questionnaire pas moins de 13 écuries et 28 pilotes, puisqu'on a eu des changements de baquet au moment de l'édition du livre. On aura évidemment le champion du monde Michael Schumacher chez Benetton avec son coéquipier Johnny Herbert, Ukyo Katayama et Mika Salo chez Tyrrell, chez Williams un duo british avec Damon Hill et David Coulthard, chez McLaren le duo de début de saison Mika Hakkinen et Nigel Mansell a vite été remplacé par Mark Blundell, chez Arrows on aura Taki Inoue et Gianni Morbidelli, chez la petite écurie Syntec on aura un duo de Domenico Ciattarella et Jos Verstappen, le papa d'un certain Max. Chez Jordan, on aura un duo de second pilote Ferrari en la personne de Eddie Irvine et Rubens Barrichello. Chez Pacific, Bertrand Gachot et Montermini. Chez Forti, duo 100% brésilien avec Pedro Diniz et Roberto Moreno. Chez la petite mais toujours coriace écurie Minardi,
Luca Badoer et Pierluigi Martini. Chez Ligier, on aura Olivier Panis et une alternance entre Aguri Suzuki et Martin Brundle. Chez Ferrari, duo iconique en la personne de Jean Alesi et Gerhard Berger. Et enfin, Karl Bendinger et Heinz-Harald Frentzen piloteront les deux Sauber. Avant de passer sur notre questionnaire, j'aimerais faire un aparté sur une réponse très particulière et qui est symbolique du traumatisme laissé par la saison précédente parmi les pilotes. Gerhard Berger, en début 1995, est un des vétérans du paddock, il totalise plus de 160 départs, il a couru pour certaines des plus grandes écuries, Ferrari, McLaren, Benetton, entre autres, et quand on lui demande quel est votre meilleur souvenir en course, là on pourrait s'attendre à ce qu'il mentionne ses succès justement ou son parcours, et il va répondre très simplement être encore en vie. Alors ça peut choquer, ça peut détonner par rapport à la teneur de la question, mais il faut se souvenir que 1994 pour Gerhard Berger, c'est la perte en un peu plus de 24 heures de son meilleur ami, en la personne d'Ayrton Senna, et la veille, la mort de Roland Ratzenberger, qui est un jeune espoir autrichien comme lui, et il y avait une relation entre les deux qui s'était créée. Du coup, 1994 va laisser beaucoup de séquelles auprès de Gerhard Berger, et c'est tout naturellement qu'il va répondre cela, même si ça peut choquer par rapport aux réponses d'autres pilotes, par exemple les victoires, la perspective d'être champion du monde, le succès. Gerhard Berger, tout ça, il s'en fout, et lui, ce qu'il retient, c'est le fait d'être tout simplement en vie. Alors, j'en conviens, c'est pas la réponse la plus gaie, mais je voulais en parler parce que ça symbolise vraiment une époque et un début de saison très particulier pour tout le paddock. Mais promis, on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus joyeux, c'est l'heure d'attaquer le questionnaire comme promis. C'est parti. Il y a quelques années en arrière, Canal+ avait montré lors du Grand Prix de Silverstone le garage des pilotes où se succédaient des hypercars, des monstres de puissance, des bolides pleins de chevaux, bref le paradis pour tout passionné de belle mécanique qui se respecte. En 1995, la donne est un petit peu différente, vous allez le voir, mais le premier élément de réponse qu'il faut prendre en compte, et ça c'est Johnny Herbert qui nous le précise, même si la voiture perso relève souvent d'un petit kiff personnel, souvent elle peut être aussi déterminée par le choix du motoriste, de l'écurie, ou des sponsors qui vont déterminer des véhicules vers lesquels les pilotes vont devoir se tourner. Et vous allez voir que ça peut donner des belles surprises. Bon, déjà les Allemands ont du succès. Roberto Moreno conduit pour sa part une Audi 200 Turbo. La Porsche 911, monstre sacré, s'est offerte aux mains de Mika Salo, de Luca Badoer ou de Martin Brundle. Côté BMW, on n'est pas en reste, puisque Montermini préfère pour sa part la M3, Pedro Diniz roule à bord d'une 850, et Gerhard Berger, ce petit coquin, partage son garage entre une BMW M5 et aussi, parce que c'est un pilote Ferrari, une somptueuse F40. Mais, côté allemand, à l'applaudimètre, c'est Mercedes qui remporte la palme avec pas moins de 4 modèles. C'est des Mercedes. Oh là là. Ils font des voitures aussi. Une 300 pour Heinz-Harald Frentzen, une 300C pour Eddie Irvine, une 420 pour Pierluigi Martini et enfin une 500 SL pour Mark Blundell et Gianni Morbidelli. Deutsche Qualität. Le marché nippon avait également le vent en poupe dans les années 90 et si Ukyo Katayama roule pour sa part en Toyota Supra, c'est bien Honda qui s'offre un succès d'estime avec la Honda Legend que conduisent Bertrand Gachot et Aguri Suzuki. Et enfin, l'autre pilote ligier, Olivier Panis, conduit pour sa part une Honda NSX. Bon, en même temps, il ne faut pas oublier que Ligier était motorisé par Honda, ce qui peut expliquer cela. Avant d'attaquer les choix vraiment surprenants, j'en profite pour citer Jean Alesi qui conduit une Alfa Romeo 164, et Ford qui en profite pour placer deux modèles différents, que ce soit la Scorpio avec Karl Bendinger et aussi la Ford Escort Cosworth dans les mains de Jos Verstappen. Domenico Cetterella, pilote Simtech, va conduire une voiture qui est tout sauf glamour puisque c'est une Volvo, et pas n'importe laquelle, la Volvo Station Wagon. Alors ça c'est le bon break bien lourd, bien famille nombreuse, et vraiment ça peut détonner pour un pilote de F1. Et enfin, finissons avec un peu de chauvinisme, la France. En Formule 1, il y a deux motoristes français cette année-là, et pas n'importe lesquels, Peugeot et Renault. Si on commence par Peugeot, évidemment, Jordan va s'en ressortir, puisque Rubens Barrichello va craquer pour sa part pour une vieille Peugeot 605. Et enfin, Renault placera trois voitures, et pas chez n'importe qui, puisque David Coulthard va rouler en Laguna, et enfin les deux rivaux pour le titre, Damon Hill et Michael Schumacher, vont rouler dans une voiture assez mythique. Me dort. Une voiture, qu'elle est bien pour la conduire. Comme quoi, peut-être que vos parents ont la même voiture que Michael Schumacher. Ça fait classe, je trouve. Plutôt classe. Mais maintenant, on passe aux voitures de rêve, et là, ça va élever un peu le niveau.
Évidemment, quand on parle voiture de rêve, on rentre dans du lourd. Et il y a deux marques qui vont se dégager, deux marques iconiques, Mercedes d'un côté, Ferrari de l'autre. Mais avant de vraiment rentrer dans le détail pour ces deux marques, mention spéciale aux nominés. La Toyota Supra, la Honda NSX, le Dodge Charger, la Porsche Speedster et enfin une voiture qui a été un rêve absolu quand j'étais gamin pour moi, la McLaren F1. Côté allemand, la Mercedes 600 va rester le rêve de Pierluigi Martini, Bertrand Gachot et Heinz-Harald Frentzen. De leur côté, Montermini se verrait bien en SL500 et Roberto Moreno en C360. Ça reste des beaux choix. Et enfin, la plus mythique des marques à mes yeux fait rêver 7 pilotes. Pour Mark Blundell, Mika Hakkinen et Pedro Diniz, il n'y a pas forcément de modèle particulier en tête, c'est juste la marque qui les fait rêver. Martin Brundle voudrait bien sa 355 et la voiture qui fait rêver le plus de monde, c'est la Ferrari 456 et c'est pas Luca Badoer, Gerhard Berger et Jean Alesi qui diront le contraire. Avant de parler des circuits, je voudrais m'attarder sur la réponse qui m'a peut-être le plus choqué quand j'ai lu ce livre et qui m'a poussé à faire cette vidéo. Quand on a demandé à Taki Inoue, le pilote japonais, quelle était sa voiture de rêve, on aurait pu s'attendre à un bolide rugissant, une voiture de luxe, et il va nous offrir une réponse lunaire, la Fiat Punto. Là, je... Non, j'ai pas d'explication, vraiment. Non, non, comme vous, je comprends pas, comprends pas. Mais ça prouve bien que parfois le rêve des uns est la réalité des autres, donc dis-toi que potentiellement ta grand-mère avait la voiture de rêve d'un pilote de F1. Ça peut surprendre. Bon, maintenant qu'on a évacué ça, passons sur les circuits. Pour les circuits, que ce soit ceux qui détestent ou ceux qui le préfèrent, je vais me concentrer sur les circuits apparaissant au calendrier, que ce soit en 1995 ou en 2022. Donc, je suis obligé de mentionner quand même que Macao et Brands Hatch ont reçu une voix, mais n'étant pas au calendrier, je ne vais pas m'éterniser dessus. Revenons plutôt aux circuits qui étaient présents. Donc, pour les circuits qui ont été cités une fois, bon, ça n'accroche pas le podium, mais c'est pas mal, on a Estoril, Interlagos, le circuit de Barcelone qui était tout récent à l'époque, Zandvoort, mais je pense que ça parlait plutôt de Spielberg parce que le tracé de Zandvoort est pas terrible, et enfin Cocorico, le circuit Paul Ricard. Sur la troisième marche du podium, on a un quatuor chargé d'histoire, Imola, Monza, Monaco, Silverstone, 4 circuits mythiques et qui ont marqué l'histoire de ce sport. Petite préférence personnellement pour Silverstone et Monza. Dites-moi dans les commentaires lesquels les 4 vous préférez. Sur la seconde marche, on traverse le monde, on va à Suzuka. Pareil, un circuit incroyablement technique. Je crois à l'époque le seul circuit en forme de 8. Je crois maintenant il doit y avoir Singapour qui est dans cette configuration-là également. Et enfin, premier nominé 8 fois. Vous n'allez pas être surpris, on va du côté de Spa-Francorchamps. Du dénivelé, des portions rapides, l'eau rouge, l'épingle de la source, Blanchimont, tant de virages mythiques, est véritablement incroyable. Je ne suis pas surpris, je pense pas que vous ne l'êtes non plus. Et donc maintenant qu'on a parlé de circuits que les pilotes préfèrent, on va aller du côté où ça fait mal, les circuits que pas grand monde n'apprécie. C'est parti. Pour le circuit détesté du paddock, la hiérarchie est beaucoup plus simple à établir. Ont été nominés une seule fois Silverstone, Magny-Cours, Imola et Suzuka. Sur la seconde marche, on retrouve Hockenheim sur l'ancien tracé très rapide et aussi le circuit Gilles Villeneuve de Montréal. Et enfin, en premier, et là pareil, je ne suis pas surpris, c'est le tourniquet hongrois, le circuit de Budapest. Et je crois que de toute façon, c'est une constante, même encore en 2022, le circuit de Budapest n'est pas forcément apprécié du paddock. Maintenant qu'on a fait les voitures et les circuits, on va passer à l'héritage des pilotes. Quel est le pilote actuel préféré du paddock? Quand on interroge les 28 pilotes sur leurs confrères préférés sur la grille en 1995, on obtient une sorte de consensus avec seulement 8 pilotes cités. Je fais une exception pour Rubens Barrichello qui a cité pour sa part une légende brésilienne en la personne d'Emerson Fittipaldi. Le double champion du monde 1972 et 1974 n'évoluait plus en F1 depuis bien longtemps, mais à l'époque il cartonnait aux États-Unis dans la discipline du kart. Du coup, voilà, j'en fais juste une mention, mais vous comprendrez bien qu'il ne rentre pas dans mon calcul. Avec une seule voix, on retrouve Mika Hakkinen, Damon Hill et Pierluigi Martini. Sur la troisième marche du podium, on retrouve un duo totalement british avec 2 nominations chacun, Martin Brundle et Nigel Mansell, le champion du monde 92 revenant en F1 à ce moment-là,
même si ça a été un fiasco, on l'a déjà évoqué précédemment. Et enfin, sur la première marche du podium, on retrouve des pilotes avec certains points communs, un pilotage fougueux, un talent certain, un amour de la Scuderia Ferrari, même si les personnalités étaient bien distinctes. Jean Alesi et Michael Schumacher. Voilà, du coup vous comprendrez que pour des raisons bien différentes, les pilotes ont été cités. Jean Alesi pour sa personnalité très attachante et son style assez fougueux, et Schumacher je pense que c'est plus empreint d'un certain respect parce que la personnalité à l'époque en 94 et 95 est assez décriée. Maintenant que tout ça est cité, on va pouvoir passer à la version historique de la question. Entrez au panthéon de ce sport les amis, ça y est c'est l'heure de la dernière question. Et pour les 28 pilotes interrogés, on leur a tous évidemment demandé quel était leur pilote historique et ne roulant plus préféré. Seulement 10 noms cités, ce qui est relativement peu pour une question de cette ampleur, surtout qu'à l'époque, la F1 avait déjà 45 ans d'histoire, et vous allez voir, certains noms reviennent très souvent, et d'autres légendes ont disparu des radars, mais même certaines assez surprenantes. C'est parti. Au pied du podium, on retrouve Jörn Mas, pilote allemand des années 70, début années 80, qui après brillera en endurance, et il est entouré par des légendes britanniques, mais des pures légendes. Jim Clark, James Hunt, Jackie Stewart, Graham Hill. D'ailleurs, Graham Hill n'est pas cité par son fils Damon, mais par Martin Brundle. Sur la troisième marche du podium, on retrouve un duo qui a brillé sous les couleurs de Ferrari, Niki Lauda, Gilles Villeneuve. En second, le professeur qui avait su émerveiller ses élèves, Alain Prost, fraîchement retraité, il récolte 7 votes, ce qui est quand même assez important. Et enfin, en premier, que ce soit pour son coup de volant inégalable, sa magie et aussi la tragédie d'Imola la saison précédente, plébiscité avec 16 votes, Ayrton Senna. Si ce classement met à l'honneur quelques pilotes, notamment des pilotes récents à l'époque comme Prost et Senna, on peut s'interroger sur le fait que des légendes aient été oubliées. Je pense notamment à Nelson Piquet qui prend sa retraite 3 ans auparavant. Je pense à Alberto Ascari et surtout à celui qui à l'époque était le recordman du nombre de titres mondiaux, Juan Manuel Fangio, quintuple champion du monde de F1, qui n'a aucune mention. Voilà, personnellement ça m'a un petit peu choqué. Est-ce que c'est dû peut-être à l'écart de génération? Est-ce que c'est dû à un oubli à l'époque? Et pour la petite histoire, Juan Manuel Fangio décédera en 1995. Et ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que le format vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à mettre un like, à partager, ça fait toujours plaisir. Si le format vous a plu, écoutez, je suis partant pour en faire un deuxième épisode version 2006. Ça inclut Nico Rosberg, ça inclut également un Colombien bouillant, un Finlandais qui parle pas trop et un champion du monde espagnol. Donc je serai le premier à vouloir en parler et à échanger avec vous sur leur vision de la Formule 1 et du sport mécanique. Quoi qu'il arrive, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.